Alors on va tous se retrouver au cocktail tout à l'heure, mais auparavant il va y avoir une passation de pouvoir, vous le savez. Et juste avant, on va dire un dernier invité. C'est celui par lequel je suis arrivé ici. Comme disait tout à l'heure Thierry Marx, en fait, hein, c'est un copain qui m'a dit, nanana, donc voilà. Et donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'ai eu l'occasion d'interviewer à la télévision, dans une émission qui s'appelle Mille et une vies. Donc on s'est rencontrés devant les caméras. Et devant les caméras, en fait, il a raconté son histoire, qui est une histoire de résilience. Donc c'est très fort, vous allez le comprendre émotionnellement. C'est une histoire d'un petit garçon qui vit dans les pires conditions qu'on puisse imaginer pour un enfant et qui va faire des choses extraordinaires, comme l'humain peut parfois le faire. C'est lui qui a envie de le raconter. Il a écrit un livre qui s'appelle « Rien n'est joué d'avance ». Juste pour que vous ayez deux images, c'est la bande-annonce de sa vie en deux images, d'accord ? Une image de l'enfance, il est dans une cabane dans la forêt avec des gens très dangereux et très toxiques, vous verrez de quoi il s'agit. Et une autre image, il est à Washington des années plus tard et il reçoit un prix de la fondation Bill Clinton parce qu'il a inventé un anticancéreux révolutionnaire, justement. Et donc, je vous demande d'applaudir très très fort Patrick Bourdet. On se dit bonjour à l'image, je pensais que vous avez dit bonjour beaucoup. Exactement, avec 3 i. Donc ceux qui le connaissent, tiens, qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas Patrick? Ok. Vous allez comprendre pourquoi ceux qui connaissent l'adorent. Et vous allez le connaître à la fin et vous ne l'oublierez pas. Voilà, donc Patrick, je le dis parce qu'il va être. Je vais le regarder dans les yeux. Il le sait, je lui ai dit devant les caméras. Non, je n'ai pas vraiment dit, j'étais pudique. On s'était dit parce qu'on a eu l'occasion de déjeuner ensemble, on voulait se revoir, mais il y a eu le Covid. Enfin voilà, et donc tu as trouvé un prétexte pour qu'on se revoie, mais cette fois, c'est devant 1500 personnes. Sympa. Tu as l'habitude de raconter ton histoire, en fait, pour inspirer les autres. C'est pas de l'exhibition, c'est de la transmission. Et à chaque fois qu'on se parle au téléphone, à chaque fois qu'on a une conversation, en fait, je te pose des questions et tu m'en poses autant. Et donc j'ai accepté, parce que c'est toi, que si ça te prend, mais fais gaffe parce que moi souvent je pose des questions pour pas qu'on parle de moi, d'accord? Donc que si ça te prend, tu as des questions, j'accepte d'y répondre, avec la même authenticité que ce qui vient de se passer. Et donc voilà, j'avoue que j'adorerais qu'on soit entre nous, mais je sais qu'il y a des caméras, je sais que c'est filmé, je sais qu'il y a des téléphones, donc c'est ce qui fait que des fois il y aura peut-être de la rétention d'informations, d'accord? Mais voilà, je serai le plus authentique possible, évidemment. Et je te cache pas que j'ai souvent posé des questions à des gens, je vous dis la vérité, c'est le préambule, où j'ai dit, je me suis dit, waouh, ils ont une réponse super, je sais pas ce que j'aurais répondu. Donc souvent je lance la question et je vois ce que ça donne. Maintenant toi, dis-moi pourquoi tu es là et puis comment tu te sens après tout ce qui s'est passé, parce que tu es là depuis 2 jours, c'est celui qui a tout suivi. Bonsoir les JD. J'ai besoin d'une toute petite seconde pour quitter le moment que nous venons de vivre ensemble et arriver dans celui-là en vérité parce que au niveau du comment je me sens, je vibre beaucoup là et je voudrais dire aux 3 personnes qui étaient là à l'instant, Betty et ses acolytes, je voudrais qu'ils mesurent à quel point ils étaient beaux. À quel point ils étaient beaux. À quel point ils étaient beaux. Ma fille, j'ai une pensée, évidemment, Flore avec qui je parlais à l'instant, m'a mis au contact de ma fille et au moment où je parlais de Flore, ma fille, à Flore, un message de ma fille arrive. Et à travers ça, ce que je veux vous dire, enfin ce qui me venait en fait en votre présence, m'a mis au contact de Flore avec qui j'étais juste avant vous, finalement, par messagerie. Et je mesurais grâce à vous, à nouveau et sans cesse, à quel point le beau est utile, à quel point le beau est sacré. Merci beaucoup, vraiment. Alors, comment je me sens? Flore me dit, de toute façon, tu pleures devant Bambi, papa. Donc, vous m'avez, depuis 2 jours... vous m'avez bouleversé, les intervenants m'ont bouleversé. Je
je ressens une joie profonde et beaucoup de gratitude. Si je suis là, évidemment, c'est parce que Aymeric et Julien ont souhaité que je sois là. Et si Aymeric et Julien ont souhaité que je sois là, c'est parce qu'un jour, un monsieur qui s'appelle Francis Bécard m'a fait rencontrer Aymeric. Et donc, j'ai de la gratitude pour ces fils invisibles qui se tissent comme ça entre nous au fil du temps et qui font qu'aujourd'hui, je suis là devant vous avec une profonde joie parce que je commence à connaître un petit peu les JD. Et j'ai une question pour vous, en fait, en vérité. Bon, moi, hier soir, j'étais en réunion au marché Victor Hugo, donc je n'ai pas pu être très présent. Mais la question, c'est comment peut-on boire autant? J'ai raté cette réunion, mais je serai à celle de ce soir. Hein. Alors, Patrick, justement, pour pas être trop en retard. Vous savez, on est habitué, vous savez, à avoir des timings, donc on est en retard, et c'est une obsession à la télé parce qu'on doit lancer le journal de 20h. Tout. Là, c'est un cocktail, après tout, ça peut avoir un quart d'heure de retard. Non. Alors, on va faire un quart d'heure au lieu de 3 quarts d'heure. J'ai le droit de t'interrompre, moi. J'ai le droit. J'ai une question pour toi. Ouais. Maintenant qu'il me vient, en fait, évidemment, je sens les choses et je te sens vibrer. Et un hélicoptère passe. Oui, parce que je pars en hélicoptère. J'ai l'air sympa comme ça, mais je pars en hélicoptère. C'est pas très développement durable, mais en fait, j'ai vu à quel point tu habitais le présent. Et je voulais te demander maintenant, tout de suite, toi, comment tu te sens? Dans un état un peu second, parce qu'un marathon comme celui-là, et donc je la remercierai tout à l'heure, Aurélie m'a aidé, heureusement, parce qu'il y a des pauses, qu'en fait, comme il n'y a pas vraiment de pause, vous l'avez vécu, hein, il n'y a pas de pause, pour vous imaginer quand on est là, et quand on est voilà, connecté dans les yeux avec tous ces humains qui ont des choses incroyables à dire, qu'on est connecté à tous ces humains qui ont une écoute hallucinante. J'avoue hein, que j'ai passé ma vie à parler devant des gens, mais là, je suis estomaqué de l'écoute que vous avez, alors que je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi, et que vous êtes venu pour vous revoir et pour faire la fête et tout, et donc c'est assez incroyable. Et donc je me sens, comment dire, c'est la fin de quelque chose, là je lâche, donc voilà. Donc moi je suis comme Betty, je suis comme toi, j'ai pas de problème pour rire ou pour pleurer en même temps, etc. Donc voilà. Donc j'ai un petit trac parce que je sais que tu es quelqu'un de très profond, donc tu aimes la légèreté, la profondeur comme moi. Et encore une fois, je me suis démerdé dans ma vie pour me livrer à travers les autres, jamais moi vraiment. Donc là, j'ai accepté, parce qu'Aymeric m'avait dit je voudrais que tu interviewes et que tu parles. Je dis non, c'est l'un ou l'autre. Et donc voilà, pour te dire comment je me sens, c'est un mélange de relâchement et de plaisir d'être là. C'est que je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'aurai passé un bon moment et je pense qu'ils ne vont pas s'ennuyer. Et donc voilà, c'est un état mélangé. Relâchement, appréhension et joie. Merci. Donc ma question, Patrick, c'est, je ne sais pas ce que tu acceptes de transmettre. J'ai fait une petite bande-annonce de ta vie quand il y avait, d'accord, en disant, voilà, il est passé du pire au plus incroyable, c'est pour ça qu'il a envie de transmettre, mais on va rentrer dans le détail. Je ne sais pas à quel point dans le détail, il faudra regarder l'émission 1001 vies avec Patrick Bourdet, bien sûr, il n'y aura pas tout là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu acceptes de raconter publiquement, parce que je sais que ça t'arrive de témoigner devant des gens, sur ton enfance, ce qui permet de savoir que tu peux écrire et que tu as une légitimité pour écrire. Rien n'est joué d'avance. Qu'est-ce que tu acceptes de raconter sur ton enfance de résilient? Tout le monde se doute que c'était pas cool, mais je sais pas ce que tu as envie de dire. Je sais que tu es pudique et après on verra ce que tu m'autorises à dire. Non, voilà, déjà je suis sensible au fait que les gens puissent être un peu fatigués parce que écouter comme, de manière statique, ça demande une énergie finalement assez phénoménale. Et avant de répondre, en fait, vous avez été très généreux dans les applaudissements pour les personnes qui parlaient. Et en fait, j'ai une volonté, j'ai un désir, un souhait très égoïste, c'est de vous entendre vous applaudir pour vous-même, en écoutant le bruit que vous faites en même temps. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Pour vous. C'est pour vous. Ouais, c'est bon. Quelle énergie, mais quelle énergie!
Bravo. Donc Patrick, sur ton enfance, encore une fois, Guillaume nous a bouleversé en une phrase tout à l'heure, d'accord? Et tu pourrais le faire en une phrase. Mais encore une fois, je voudrais savoir, parce qu'évidemment l'idée c'est de parler de la résilience pour un humain, et de savoir que cette résilience finalement s'applique à l'humanité. Qu'on a l'impression parfois qu'on va dans le mur, que tout est foutu, mais que finalement si le rebond est possible pour un être humain, il est peut-être possible, et je suis évidemment convaincu toi aussi, pour une société, pour une civilisation, pour l'humanité. Donc juste dans ta vie personnelle, moi je dis souvent quand je parle de toi, il a la pire enfance qu'on peut imaginer pour un enfant sur cette terre. Évidemment celle de Guillaume, le point de départ aussi n'est pas super, parce que c'est l'abandon. Et dans ton cas c'est quoi? C'est la maltraitance. Alors, je crois pour faire court, Enfin, j'ai du mal à aller. Moi, il me faut du temps. C'est en fait, compliqué, je comprends. Et c'est que c'est Je pas suis ça, lent c'est parce que je suis encore dans ce moment où vous-même, parce que moi, si je suis là, c'est grâce à vous. Donc, je veux cette réalité, honorer cette réalité. Et ce moment où vous prenez du temps pour vous-même, en écoutant le qui vous êtes et ce que vous faites et l'écho de l'autre, certains se tournent et tout. Moi, j'ai besoin d'une seconde et c'est pas grave si je parle pas de moi, en fait. Mais c'est bon, quoi. Donc, merci, c'est bon, vraiment. Et donc, pour faire court et répondre à ta question, Frédéric, parce que si tu veux que je réponde aux tiennes, il faut que tu répondes aux miennes. Ouais, mais j'ai vu, j'étais délicat. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ça me va bien. Alors, pour faire court, c'est un début d'existence dans des conditions assez tragiques. Mon père se suicide, j'ai 4 ans. Je passe 5 ans à l'orphelinat et de 5 à 16, j'habite effectivement, comme tu le disais, dans une cabane. Ce qui n'est pas un problème en soi. L'indigence, ce n'est pas un problème en soi. Le constat que j'ai fait, c'est que de vivre, de faire l'expérience de la brutalité des gens, c'est un sujet. Faire l'expérience très tôt du caractère éphémère de la vie, c'est un sujet. Cheminer. Ah, c'est chaud. Mais même moi, je sais pas ce que je vais raconter. Hein, donc, est-ce que tu me permets de le dire pour toi? Non. Je vais juste terminer ça parce qu'il faut que j'accueille. Mais vous m'avez tellement chauffé, c'est pas malin, quoi. Je veux dire. Mais ce que j'allais dire, c'est et c'est important pour moi de m'entendre le dire, c'est grandir sans amour. C'est difficile. Et encore une fois, on va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas envie de s'activer trop. Mais vous regarderez Mille et une vies. Et ce qui m'a marqué à l'époque, évidemment, parce qu'il y a eu un parallèle, on est né la même année, et il se trouve que je peux pas dire exactement ça, on va voir. Mais effectivement, j'ai grandi dans la peur aussi. Mais dans ton cas, il y avait des armes. Enfin, je veux dire, c'était assez terrible. Donc, on est flou et on verra de ce qu'il s'agit. Mais pour un enfant, on imagine ce qui se passe et on verra comment on peut transformer ça. Justement, toi qui vois cet enfant, alors c'est lequel sur la photo? C'est lequel sur la photo? Juste pour savoir ce que tu lui dirais. Donc je suis Ça c'est mien, ça c'est ma photo, donc la tienne. Juste là, lequel? donc l'espèce d'Adonis sur le côté droit, assez musclé déjà. Ok. C'est moi. Et là, je dois avoir 6-7 ans. Et je sors de l'orphelinat de temps en temps. Mon oncle, qui est là avec ses 2 enfants, m'accueille l'été. Et j'ai quelques semaines hors de l'orphelinat l'été. Et ce que je lui dirais, c'est ça? Ouais. Ce que je lui dirais, toi qui connais la suite de son histoire, cet enfant. Je lui dirais, tu viens d'être abandonné, tu te souviendras, mais tu vivras avec. Dans pas longtemps, tu découvriras morte ta sœur. Tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu connaîtras la barbarie, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu feras des boulots de merde, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu reprendras des études, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu chemineras, tu créeras des anticancéreux, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu étudieras à Harvard aussi, tu connaîtras l'Australie, tu vivras 8 ans aux États-Unis, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Le drapeau américain flottera sur le Capitole des États-Unis en ton honneur, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Tu recevras la Légion d'honneur, tu n'oublieras pas, tu vivras avec. Et je lui dirai plus que tout, ce qui compte plus que tout, ce n'est pas ce que tu as traversé ou ce que tu traverseras. Et Émeric le disait en ouvrant ce congrès, ce qui compte plus que tout, c'est ce que tu modéliseras et comment les autres
se sentiront en ta présence. Et moi, je dirais à cet enfant, tu sais quoi? Parce que cet enfant qui est là, je dirais, tout ce qui t'a manqué, tu le recevras au centuple. Et donc, du coup, parce que le truc, c'est attends, parce que moi j'ai ton récit dans la tête, c'est énorme. Attends, donc t'as dit tellement de choses, tout le monde avait. Encore une fois, c'était subtil, mais vous avez vu tout ce qui s'est passé dans sa vie, et je suis perdu en fait. Là, je suis perturbé par tout ce que tu as raconté. Évidemment, il y a 1000 questions, c'est comment on s'en sort? Comment on s'en sort? C'est-à-dire, en fait, quand on a été brutalisé, quand on a été abandonné, quand on n'a pas connu l'affection, quand du coup la vie n'a pas de sens, quand du coup on a peur, quand on se sent seul, quand on ne sait pas sur qui compter, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort et qu'on a une famille et qu'on est capable d'être doux et que, voilà, ton empreinte émotionnelle, moi, chaque fois que je suis avec toi, je me sens bien et je sais que tous les gens qui connaissent, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment on s'en sort. Par contre, ce dont je peux parler, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et ce qui a fonctionné pour moi, c'est une surmobilisation, celle qui rend les choses possibles. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de travailler plus que les autres. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'aller vers la connaissance de dehors au début, puis de comprendre avec l'arrivée des enfants que c'était surtout dedans, qu'il fallait que je regarde. Comme je l'ai dit à mes amis nantais, ils sont où les Nantais? Ils sont toujours en forme, il n'y a j'adore. pas longtemps, les Indiens disent karma, c'est la première partie de la vie, c'est nettoyer le bordel. Et j'avais beaucoup de bordel à nettoyer. Et dharma, c'est la deuxième partie de la vie, c'est être au monde et transmettre. Et donc, quand les enfants sont arrivés, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses et je me suis mis à regarder dedans. Et finalement, à bien mesurer que personne n'était responsable de quoi que ce soit pour ce qui me concernait et que finalement les solutions viendraient dedans et qu'il y avait un enjeu à non plus être gouverné par la peur et la colère, mais devenir leur maître en les regardant, en les accueillant quand ils apparaissaient à nouveau. Et elles sont encore là, ces affects et ces émotions sont encore là. Et petit à petit, de vraiment descendre de plus en plus loin pour m'élever en conscience de plus en plus haut, même si je sais que ce chemin est sans fin, mais finalement, le constat que je fais, enfin ce qui a fonctionné pour moi, c'est de bien mesurer que finalement, jamais l'autre n'est responsable de nos propres maux et qu'il y a un enjeu à nous réparer pour modéliser, c'est-à-dire pour être au monde et rencontrer le monde à chaque instant, et embrasser le monde et clarifier la lune. Les bouddhistes disent l'esprit, c'est la lune. Et clarifier l'esprit pour que finalement, dans ma manière de relationner, je puisse, idéalement peut-être, être perçu comme quelqu'un d'apaisé, ce que je suis de plus en plus. Merci. En fait, on ne va pas faire ce que tu proposes, c'est moi le journaliste. Donc tu restes à ta place, s'il te plaît. Moi, je te pose des questions maintenant. J'aime bien que tu prends ton air de cow-boy. La régie, on peut avoir la photo, s'il vous plaît? T'es imitateur en plus. Et au passage, la régie, en fait, je vous ai observé tous, les hommes en noir, l'équipe technique, les gens qui m'ont accompagné sur ce chemin. Et franchement, chapeau. Je me demandais pourquoi il avait gardé le chapeau. Alors, vraiment, vraiment chapeau. J'ai dépensé pour vous, j'ai dépensé bien sûr pour Émilie avec qui j'ai eu un échange de préparation, Virginie, toute l'équipe, Gérald qui a été adorable, donc un grand merci à vous, vraiment. Et vraiment, j'ai l'habitude en fait de faire très attention à ce que la distance qui sépare ce qui se passe en moi de
finalement, ce que va être la perception de ce qui se passe en moi soit la plus fine possible. C'est mon chemin. Je travaille à rapprocher les rails. Et donc, quand je dis ça, soyez certains que je suis dans l'axe. Frédéric, une photo est arrivée tout à l'heure. Elle va revenir. Et en fait, avant de me dire ce que tu aimerais lui dire, j'aimerais que tu la regardes avec attention, s'il te plaît. J'aimerais que tu, si tu veux bien, j'aimerais que tu te laisses imbiber. Non, moi je le fais pas avec les gens, ça tu fais pas avec moi. J'aimerais que tu puisses recontacter le métabolisme de toi à ce moment-là. Peux-tu faire ça, s'il te plaît? Non, pas devant tout le monde. Ok. Bon, alors tu fais gaffe, je suis journaliste, je suis assez connu. Ah non, moi je fais pas ça. Ça c'est un truc de psy, mais je suis pas psy. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire en substance, c'est quand tu es au contact de toi là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça ma question. Aujourd'hui j'ai 55 ans, donc on est de la même année. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Quand je vois cette photo, elle est assez intéressante parce que le plan large, en fait, c'est une famille idéale. En fait, mes parents, on voit une femme amoureuse, ma mère, qui est très jeune. Elle m'a eu quand j'avais 17 ans, donc... pardon, le lapsus. Elle m'a eu quand elle avait 17 ans. Ouais, ça dit beaucoup. Et voilà. Et mon père, très beau, un peu macho, espagnol, pied noir, etc. Et on est au Maroc, là. Et en fait, mon père, je le connais depuis pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis né à Pau. Et beaucoup de gens de Pau disent je suis né là-bas. Je dis ouais, mais voilà. Je les ai rencontrés, mais moi je connais pas Pau. En fait, ma mère a accouché en cachette, parce qu'à l'époque, une fille mère, c'était pas très bien, etc. Donc je sais pas dans quelles conditions, etc. Ensuite, elle est revenue en Corrèze. Et puis j'ai été élevé pendant 2 ans par ma mère et ma grand-mère et mes tantes, etc. Donc j'ai connu vraiment de l'affection. Et puis quand j'arrive là, j'ai des témoignages en fait de mes cousines qui étaient plus grandes, qui me disent là, t'étais un petit chenapan quand ton père voulait te mettre la main dessus, parce qu'il lui, il découvrait ses responsabilités en fait. Eh ben, il avait connu, on verra le pire, lui. Et ben du coup, il paraît que je courais. Bon, je pense que quand il y a cette photo, j'ai commencé à arrêter de courir. Il m'avait fait l'arrêt sur le côté. Ça m'a suivi jusqu'à je sais pas quel âge. Le jour où j'ai arrêté d'avoir l'arrêt sur le côté, c'est comme si je disais eh merde, je me coiffe comme je veux. Il a la main, on s'est promené. Quand on se promenait, il tenait toujours comme ça. Je sais pas pourquoi on marchait comme ça. Donc il y avait toute une symbolique comme ça sur l'emprise. Et aujourd'hui, mon père, je l'aime beaucoup. J'ai pardonné depuis pas mal d'années, depuis que j'ai été au courant de ce que lui avait vécu. C'est quelqu'un qui parlait pas. Et donc il avait vécu pire, et je ne vais pas le raconter par pudeur, mais c'était horrible pour un enfant. Et donc il y a eu des scènes auxquelles il a assisté, qui, je ne vais pas te lâcher l'explication, parce que j'ai besoin de vous dire que ce que j'ai vécu après, voilà. Et on a tous le fil invisible de nos histoires, et je sais que ce que je raconte, ça parle beaucoup. Et en fait, donc voilà, donc lui il a fait ce qu'il pouvait, comme tous les gens sur Terre, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais à cette époque, il ne pensait pas devenir père, c'est arrivé par hasard, il s'est tiré pendant 2 ans, il revient. Et là, je pense que cette femme et cet enfant, en fait, c'est ce qui l'empêche de faire ce qu'il avait prévu de faire, un peu dandy, etc. Bon. Donc on peut imaginer plein de choses. De mon point de vue, de là où j'étais, on va dire que de 2 ans et demi à 15 ans, j'ai grandi dans la peur. Alors il n'y avait pas d'armes, mais il y avait beaucoup de violence. C'était quand même toujours la même personne sur les autres, hein, c'était dans ce sens-là. Et en fait, la douleur, j'ai compris des années plus tard, c'est que c'est pas tellement les événements difficiles que j'ai pas oubliés, comme tu dis, c'est entre les deux. C'est qu'en fait, on sait jamais quand ça va péter. Donc en fait, voilà, l'enfant que je vois là, j'ai beaucoup de compassion pour lui parce que je sais qu'il a grandi dans un truc de survie permanente. Et je vais très vite pour pas être ému, tu le sais. Et donc de survie permanente. Et en fait, entre chaque scène, il y avait cette espèce de... Voilà, c'était la peur tout le temps. Et puis à 15 ans, je me suis révolté. Vous savez, quand il y a des faits divers et il y a un chien qui tue quelqu'un, c'est jamais un inconnu, c'est souvent dans la famille. Parce que c'est pas des chiens éduqués, c'est des chiens dressés. Voilà, donc moi j'avais été dressé, et là, d'un coup, à 15 ans, je suis devenu fou en fait. Et pour de vrai, j'ai failli le tuer. J'ai jamais dit publiquement, donc voilà, c'est très délicat pour moi. Et en fait, à partir de là, j'ai plus eu peur de lui, j'ai plus eu peur de personne, j'ai plus eu peur de rien. C'est même anormal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas donner d'exemple que je donne en privé parce que j'ai un micro, mais souvent je dis il peut se passer un truc très grave et tout. Moi, je crois toujours que je vais négocier, que ça va s'arranger. Enfin, il y a un truc très bizarre. Bon, je vais découvrir des années plus tard que j'ai pas peur dans la vraie vie, mais que j'ai peur. Je fais des cauchemars en fait.
Et donc, du coup, cet enfant, je lui dirais, bon, écoute, je sais que c'est pas cool en ce moment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas que c'est pas normal, tu le sauras plus tard. Et je sais que tu te sens seul souvent, je sais que tu rêves qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver, toi, ta mère, ta sœur, etc. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est ce que je dis pour toi tout à l'heure, c'est que ce qui te manque là, tu vas le vivre au centuple. Voilà. Donc, tiens bon. Voilà ce que je dirais. Mesdames, Messieurs, Frédéric Lopez. Pas mal. Merci. Vous levez pas, vous êtes fatigué, il y a eu beaucoup de... À la fin, merci. Prends, Fred. Bon, je prends. En même temps, mon psy m'a dit apprenez à recevoir, donc je prends. Je prends. Prends. Frédéric Lopez. Merci. Tu viens de dire quelque chose de très important, me semble-t-il. Et avant tout, merci pour ce partage, Frédéric. Je suis fasciné par les parallèles et on voit bien pourquoi les vieux Gribou là-bas, Émeric et Julien, nous ont rassemblés quand même, hein, parce que on voit bien ça. Et tout à l'heure, Betty disait qu'elle se sentait gâtée. Il y a cette réalité que nous oublions parfois, vraiment. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, quoi que nous fassions, nous sommes là aussi pour recevoir. C'est important. Tu veux qu'on t'applaudisse? Non. Non, c'est important parce qu'évidemment, et je ne sais pas si ça a été pareil pour toi, là on est vraiment sincère. En fait, mon psy pendant des années me disait apprenez à recevoir. En fait, je n'avais pas remarqué que j'avais du mal à recevoir un compliment, c'est courant. Je sais que je parle parce que je parle de ça parce que c'est commun. Je sais pas si c'est pour toi. Et un compliment, de l'attention. Moi, je suis parti en terrain inconnu, je ne suis pas parti tout seul. J'ai amené quelqu'un pour que l'attention soit sur lui. Donc, je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Et donc, recevoir qu'on m'invite au restaurant, recevoir un cadeau, enfin, etc., etc. Puis la vie, après, vous apporte des choses, finalement des épreuves, qui fait que vous acceptez de recevoir. Est-ce que toi aussi, tu as eu du mal à recevoir dans ta vie, avec tout ça, la conséquence de tout ça? Et après, on parlera du professionnel et de comment tu t'es réalisé. En fait, ça a été un entraînement tardif. Puisque objectivement, j'ai rien reçu en fait. Je m'y suis mis sur le tard. Justement, après. Je m'y suis mis sur le tard. Une fois que tu t'es échappé à 16 ans, tu t'es échappé. Oui, bah, j'ai toujours rien reçu pendant pas mal de temps. Hein, donc, Mais t'as connu l'amour à quel âge? La quoi? L'amour. À 30 et quelques années. Ok. Ouais. Et oula, tu vas pas m'emmener là. Hein. Non, parce qu'on parle de recevoir, tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, Et en fait, je pense qu'il y a un lien entre cette capacité dont je parlais à l'instant, le fait de recevoir, avec l'endroit où notre inconscient nous situe. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a une corrélation entre l'image que nous avons de nous de manière non conscientisée et notre capacité à accueillir ce qui s'opère finalement dans la réalité de ce que nous vivons. Et je pense que cet endroit-là, il a été critique pour moi, puisque objectivement, j'étais quand même, enfin c'est un peu dur de le dire comme ça, mais j'ai peut-être pas fait de recyclage nucléaire pour rien, j'étais quand même un sous-produit de la société, je veux dire. Et donc je me suis recyclé. Et j'ai appris à finalement transformer les choses. J'ai été aidé aussi sur mon chemin. J'ai petit à petit transformé les choses pour que le regard sur moi s'objectivise, devienne un peu plus objectif. Ouais. Alors ce qui est fascinant dans ton histoire, évidemment, c'est que quand on a été, ce que tu dis, c'est-à-dire oublié, enfin tu viens de le dire, et on se demande comment c'est possible ensuite d'accomplir des choses, d'avoir confiance en l'humanité, d'avoir confiance en l'humain, etc. Donc bon, c'est les mystères de la résilience, il y a eu des gens sur ton chemin, en pension, encore une fois, il faut voir l'émission et lire son livre, rien n'est joué d'avance. Et juste pour qu'on réalise, et après on va parler de ce qui est possible de transmettre, parce que toi et moi maintenant on a un autre métier, parce qu'on est dans la transmission, et les gens ne savent peut-être pas ici pour moi, mais toi, du coup, je me perds le fil parce que je regarde l'heure et je vois qu'en fait je fais des ellipses. Donc, juste un moment de ta vie professionnelle où tu repenses à l'enfant que tu étais. Moi je pense beaucoup à ce prix, tu es à Washington, donc encore une fois, je résume ta vie, tu as démarré dans une boîte en bas de l'échelle, tu as commencé balayeur à un moment donné, hein, c'est ça? Le premier job, c'est à 12 ans, je vendais des espadrilles au marché. Ensuite, à 14, je suis devenu mécano.
J'étais CAP mécanicien. Ouais, je vendais des fromages aussi. Je suis pas mal en fromage d'ailleurs. Vous avez peut-être vu hier, je suis pas mal en fromage. J'ai travaillé dans l'ostréiculture, j'ai fait plein de petits boulots. Et à 16 ans, donc, je suis parti de chez moi. Lorsque je me suis dit que j'allais devenir fou, j'ai décidé de partir. Et d'autres choisissent d'autres modalités finalement face au trauma. Et il y a un merveilleux, j'en ai parlé un tout petit peu récemment, mais il y a un merveilleux travail de Levin qui dit que face au trauma, il y a 3 manières de réagir. Le triple F, comme disent les Américains, donc soit au trauma ou face à l'adversité. Soit nous allons combattre, le fight, soit nous allons nous geler sur place, le syndrome du lapin dans les phares, le freeze, soit nous allons nous envoler, fly. Et toutes les espèces animales réagissent comme ça. Et pour ma part, j'ai compris que le meilleur moyen finalement de me protéger, c'était de mettre de la distance. Et donc je me suis éloigné de tout ça. Et puis donc à 17 ans, je suis devenu balayeur. Ensuite, je suis parti comme Thierry faire mon service militaire. Et ensuite, j'étais à nouveau balayeur pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, par une grande audace, je suis devenu ouvrier mécanicien. Et puis ensuite, j'ai repris les études. Et puis je suis devenu technicien, ingénieur, machin. Non, pas machin, vas-y, continue. Et puis voilà. Non, c'est intéressant. Attends, justement, on fait qu'une phrase à chaque fois, c'est un mot. D'accord. Justement, pour comprendre un peu cette folie de l'histoire. C'est-à-dire que, donc, tac, mécanicien, donc après, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, j'ai fait les cours du CNED, l'enseignement à distance, et je suis allé jusqu'au bac, que je n'ai pas passé. Et ensuite, j'ai eu une autre audace. Je me suis dit qu'il était important pour moi de parler anglais. Donc je travaillais depuis pas mal de temps, pour ceux qui suivent, hein, déjà. J'avais 25 ans, j'ai tout vendu. Et je suis parti en Australie parce que j'ai compris que l'anglais serait important sur mon chemin. Donc j'ai tout vendu, je suis parti en Australie du jour au lendemain. Et voilà, j'ai passé 11 mois là-bas, je suis revenu, je parlais anglais. Et puis surtout, j'avais testé Dieu beaucoup. C'est-à-dire fait de grandes âneries pour me convaincre. Finalement, j'ai compris un peu plus tard que j'avais besoin de me convaincre que c'était mieux de vivre que de faire le contraire. Et là aussi, je te rejoins, puisque j'ai été au bord de la falaise quelques fois. Et pour cause, mon père l'avait fait lui-même, donc je me suis dit ça doit être possible. Et un peu plus tard, en rentrant d'Australie, far out. Tu sais, quand je raconte ton histoire, je te laisse faire, hein, c'est normal, ça passe, ça va passer. Ouais, vas-y. Et donc j'ai vendu le fusil que j'avais. Et j'ai acheté un éléphant en raku, parce que l'éléphant, ça a de la mémoire. Et cet éléphant, il est toujours chez moi aujourd'hui, bien sûr. Et donc voilà, j'ai compris qu'en rentrant d'Australie, qu'il fallait éviter de faire du saut à l'élastique, faire du shark feeding, faire n'importe quoi. Enfin, et je me suis dit, bah, finalement, ça vaut peut-être le coup de poursuivre ma route. Et donc j'ai repris les études après un peu plus sérieusement. J'ai préparé les concours d'admission dans une école de management. Et puis il fallait une admission à bac +3. Je me suis présenté sans le bac. J'ai vu le directeur. Je lui ai dit voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà ce vers quoi j'ai envie d'aller. Il m'a dit présentez les... Bon écoutez, bon, c'est bon. Présentez les admissions et puis on verra. Et puis j'ai été admis. Et puis j'ai continué à cheminer comme ça. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis après, je suis allé à HEC, plus tard à Harvard. Et puis j'ai continué à... Mais j'ai beaucoup travaillé, hein, vraiment. Je sais, mais j'ai besoin... Tu résumes une vie en une phrase. Et c'est important de voir que tout est possible. Ça pourrait être inspirant ou complexant pour d'autres gens. Mais toi, tu nous dis au contraire, tu passes ton temps à t'effacer. Et j'ai besoin qu'on l'entende parce qu'on se dit, voilà, on pense tous qu'on va dans le mur, c'est la cata, nanana. Mais en vérité... l'humanité, elle en a vu d'autres, si j'ose dire, et on va rebondir. Et donc, on voit qu'on peut rebondir alors qu'on a connu le pire. Mais attends, terminé, entreprise, Harvard, tu habites à Washington, donc là, tu as créé une entreprise, c'est ça ? Qui fait quelque chose de révolutionnaire à ce moment-là, et tu reçois le prix de la fondation Bill Clinton. Est-ce qu'à ce moment-là, ce jour-là, tu penses aux gamins de la cabane ? En effet, oui. En effet, il y a eu un moment, enfin il y a quelques moments dans cette cérémonie. Donc effectivement, il y a cette idée d'extraire un métal un peu rare pour en fait faire un anticancéreux. Et aujourd'hui, je peux le dire aujourd'hui, le développement de ces technologies continue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent mieux et plus longtemps grâce à cette idée. Donc,
Et, Donc comme j'aime dire aux gens que j'admire, qui ont parfois vécu le pire, merci d'exister. En fait, tu as bien fait de venir. D'abord, je te rappelle que tu t'es battu, il y avait je sais pas combien de spermatozoïdes, hein, donc tu voulais être là. Donc, non, merci beaucoup. Donc évidemment, c'est compliqué parce que c'est pas une torture quand tu racontes ça. Ça veut dire c'est compliqué parce que c'est émotionnellement activant. Mais pourquoi c'est important pour toi de le raconter? Parce que c'est de la transmission, évidemment, c'est pas de l'exhibition. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit retenir de cette histoire? Parce que je sais que tu le sais. Tiens, quels sont les retours que tu as eus, puisqu'il tu as fait des émissions, des livres, quelque chose qui t'a fait dire ah, j'ai bien fait de le dire? Alors juste pour terminer sur New York, en fait, il y a une dame qui arrive à côté de moi et qui me dit les places à votre... J'étais au tout début, c'est vrai, il y a des photographes partout. Et puis il y a une dame qui arrive qui me dit les places à côté de vous sont-elles libres? Donc je lève la tête et c'est Demi Moore en fait qui passe et qui vient. Ouais, ça va les garçons. Hein. Et puis la journaliste qui était à côté de moi, qui m'accompagnait, me dit derrière vous il y a Barbara Streisand, tiens voilà Obama, machin. Enfin c'était extraordinaire. Et là effectivement j'ai regardé toutes ces personnalités et j'ai regardé la cabane. Je me suis dit c'est étonnant en fait parce que la probabilité que en réalité ce soit moi qui suis présent ici est faible. Et en fait ouais c'est moi. Hein, Rien n'est joué d'avance. Patrick Bourdet. Avant de parler de la transmission, Et je suis en train de me demander comment je vais résumer en 3 minutes ma vie. Et voilà, donc sur ce qui est pour la transmission, dont je répondrai dans un instant, mais ouais, je répondrai dans un instant, mais ce qui pourrait être aussi, tu as vu tout à l'heure l'amour en fait qui t'est renvoyé aussi, et ce qui pourrait être intéressant, c'est que toi aussi, tu peut-être nous partages, si tu veux bien à nouveau, je suis dans une posture, je suis pas un expert moi, tu sais, hein, que tu nous partages finalement quel a été ton chemin et ce que tu souhaites en dire aujourd'hui avec un petit peu de recul. Donc évidemment, il n'y a pas de comparaison dans les souffrances hein, des uns et des autres. Et donc c'est juste que voilà, au départ, on a l'impression que ça va mal se passer. Finalement, on vit des choses très belles. Et donc j'aime quand tu racontes tes succès. Les miens sont connus peut-être un peu plus, tu vois. Et donc en résumé, effectivement, entre 15 ans et Rendez-vous en terre inconnue, il y a eu quelques années. Et c'est vrai que je dirais, au fond, l'impression que j'ai, ça me parle aussi pour Guillaume, qui a parlé tout à l'heure, Guillaume Batz. J'ai la sensation que parfois, mais pas toujours, je pense que la vraie inégalité, elle n'est pas là. C'est pas il y a les riches, les pauvres, les beaux, les moches. Non, j'ai l'impression que quand on vit quelque chose de très dur, il y a ceux que ça casse. Et puis il y a ceux, c'est comme s'il y avait un ressort en fait. On nous enfonce, on nous enfonce, on nous enfonce. Parce que moi, mon surnom quand j'étais enfant, c'était le bon à rien. Et d'un seul coup, c'est. C'est-à-dire que j'avais besoin de reconnaissance assez dingo. Je le comprends des années plus tard. Moi, j'ai été élu délégué de classe alors que je me présentais pas. Je sais pas comment je me suis démerdé quand même. Il y avait un truc très bizarre. Je me sentais bien avec les autres. En fait, je dis tous les autres. C'est-à-dire que même la boulangère, elle me disait bonjour, comment allez-vous? C'est une question qu'on m'avait jamais posée. Et donc, du coup, encore une fois, vous l'avez compris, hein, j'ai pas de rancœur, etc. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait. Et donc, d'un coup, moi, j'ai vu de l'amour, parce qu'on parle de ça. J'ai vu de l'affection dans le regard des gens. Très vite, j'avais mes potes quand j'étais adolescent. J'étais le héros des parents de mes potes. Et en fait, je faisais des trucs pour les épater. Tout à l'heure, Camille racontait que ses parents ne sont pas au courant de tout ce qu'elle fait. Bon, c'était un peu pareil pour moi. Par contre, les parents de Gilles, mon pote d'enfance, etc., ils avaient un accent du Midi. Ils disaient, oh putain, Fred, tu sais ce qu'il a fait. Et donc, c'était mon moteur, en fait, les épater. Et donc là, je vais faire un raccourci. Il y a eu un petit truc à raconter tout à l'heure, juste une anecdote qu'a raconté Thierry qui m'a parlé. En fait, bon, j'étais un rêveur. Alors moi, je dis rêveur, pourquoi? Parce que par nécessité, quand l'environnement, c'est aussi mon analyse, mon témoignage, c'est quand par nécessité, l'environnement est terrible, ben, d'un coup, on se réfugie dans notre esprit. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis réfugié dans mon esprit. Je dis pas on, je. Et en fait, je me suis réfugié dans mon esprit, et donc forcément, j'avais plein de rêves. Moi, j'écoutais une musique à la radio. Je me disais, ah, un jour, je ferai partie d'un groupe. C'était le groupe ABBA. Et je me disais, tiens, je serai batteur. Enfin, dans le groupe ABBA, il n'y a pas de batteur. Mais en fait, je m'imaginais, il y avait un truc comme ça. Et tout ce que je voyais, et pour être sincère avec vous, je regardais Michel Drucker à la télévision. Et c'était des moments de joie parce que mon père travaillait la nuit. Donc en fait, à partir de 20h, c'était une autre ambiance. Et je voyais ma mère rire quand elle voyait De Funès. Donc je voyais ma mère que j'avais vue souvent pleurer, vous l'avez compris. Je voyais son bonheur quand elle regardait Dallas et qu'elle était épatée par leur tenue et par les rideaux. Je voyais qu'il y avait un monde qui n'existait pas pour nous, qui était à part. Et moi, j'avais envie d'aller dans tous les mondes. En fait, il y avait un truc qui est né comme ça chez moi, mais inconscient. Et le truc vrai, c'est qu'un jour, je regardais Michel Drucker petit comme ça, et je le trouvais gentil avec tout le monde.
Il disait, Charles Aznavour qui nous fait l'honneur d'être ici, merci de nous chanter votre nouvelle chanson. Non, il fait sa promo. Mais enfin, il le présentait comme ça. Et il faisait tellement de compliments, moi je connaissais pas les compliments. Et donc moi je regardais ce truc-là, je me suis pas dit un jour j'y serai. Mais je dis ça doit être sympa d'être chanteur, on te fait des compliments, d'être acteur, je sais pas. Et quand je vous dis pas quand j'étais sur le canapé de Drucker, le délire dans ma tête, c'est comme toi et Bill Clinton, tu vois. Donc en fait, à un moment donné, j'étais effrayé même par ce qui s'était passé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je peux pas dire lisez mon livre parce que ça fait 10 ans que j'essaie de l'écrire, mais vous serez au courant. Mais voilà, donc c'est plein de trucs. Et la petite anecdote, un truc qui m'a donné une leçon de vie incroyable, c'est qu'en fait, je faisais des photos avec les filles de ma classe, mes cousines et tout, et un jour, je prenais en photo les filles de ma classe, comme ça. Et ça me plaisait, en fait, c'était pareil, c'était comme une interview. Mon kiff, c'était pas quand je prenais la photo, c'est quand elles voyaient la photo, elles faisaient « c'est moi ?» Ça, c'était mon kiff. Et donc, elles se voient comme les filles des magazines, etc., comme une interview. Bon, ce qui compte pour moi, c'est que la personne se sente comprise. Donc, un jour, j'ai 18 ans, et je vois en fait que les coiffeurs de Montpellier, là où je fais mes études, en fait, ils ont des photos très moches, mais beaucoup plus moches que celles que moi je faisais. Parce que je copiais des plus grands, donc en fait, je me rendais pas compte que c'était plutôt pas mal. Et en fait, j'ai dit, bah, tiens, je vais aller voir les photographes pour voir si, pardon, les coiffeurs, pour voir s'ils veulent un photographe. Je tape à toutes les portes, et moi, je suis exhaustif dans mon cerveau. Tant que j'ai pas essayé tout le monde, je crois qu'il y a encore un espoir. Et donc, j'ai 20 ans. Non, j'ai 18 ans. 19 ans. Et donc, en fait, j'avais le bottin, l'annuaire à l'époque et tout. J'ai pris tous les photographes comme ça. Et puis, j'ai tapé aux portes et je me faisais jeter, mais grave. C'est-à-dire que les mecs faisaient des... non, merci. Ils me voyaient comme un VRP. Et moi, j'arrivais un samedi. Je n'avais pas percuté. Ces jours où je n'avais pas cours. Donc, je me suis fait jeter 69 fois. Il en restait un seul. Et souvent, j'aime bien dire, mon fils, il connaît l'histoire, ses potes, je dis, vous auriez fait quoi, vous? Non, un mec normalement constitué, il rentre chez lui. Et je sais pas, je me dis, on sait jamais, il en reste un. Et je n'oublierai jamais ce moment. Prends ton temps, Frédéric. Prends ton temps. Et ne m'annonce pas qu'il est là. Hein. Non, je déconne. et donc, à un moment donné, il y a un gars, et je vois l'heure, etc. Et c'était à peu près à 20 minutes de marche. Et il fermait dans 20 minutes, quoi. En fait, donc en fait, je marche très vite. Je me dis, c'est un peu absurde. Le mec, 69 personnes m'ont dit non. Et j'arrive, le gars est en train de fermer, mais c'est une vitrine. J'ouvre mon book de l'époque avec les filles de ma classe et mes cousines, et je plaque le truc comme ça, et je vois le regard du mec. C'est génial parce que j'ai que l'image, les émotions sur le visage. Et j'oublierai jamais son visage qui s'illumine. Oh non! Et le mec, il ouvre, il dit, ah ben ça tombe bien, je cherchais un photographe. Magnifique, merci. Tu vois? Et ça m'a jamais quitté. Pour toute la suite, que vous lirez dans mon livre qui n'existe pas, pour toute la suite, et ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des photos avec lui, payé une misère, mais c'était pas grave, j'étais content. Il y a eu quand même quelques abribus, c'était une fille de ma classe qui a fait le mannequin. Et puis en fait, après, le plus grand photographe de Montpellier, qui était le Jacques Desange local, il m'a appelé. Là, j'ai gagné en 2 jours ce que j'aurais dû gagner en un an. Je travaillais... je faisais plein de boulot, évidemment, etc. Mais donc, du coup, c'était incroyable. Et d'un coup, il y avait ce truc de tout est possible. Rien n'est joué d'avance. Enfin, tout ce que tu dis, quoi. Tu vois, c'est ça que ça me parle. Ce que raconte Thierry Marx, tous ces... Ouais, tranquille, Fred, tranquille. Confucius dit... Mais c'est la fatigue, en fait. Ouais, je sais. Confucius, vous m'avez dit... épuisé. Attends, la fatigue, elle a le dollar. Vous avez vu la tête de la fatigue? Vas-y, Fred, termine. Et donc, en fait, voilà, ça a été toujours ça. Et donc, il y a plein de trucs comme ça. Mais je regarde une dernière, c'est que je me retrouve, ça a été tellement incroyable, je me retrouve quelques années plus tard à New York. C'est la première fois de ma vie que je prends l'avion. Je suis là-bas pour étudier, mais je me dis, tiens, je vais aller voir les agences de mannequins. L'agence Elite et Ford, les plus grandes agences de modèles du monde. Et moi, je suis photographe à la grande mode. Je sais pas si tu imagines le délire. Et du coup, je vais taper aux portes, pareil. Mais comme je suis impressionné, je vais taper aux pas connus, ceux qui sont en bas de la liste. Et je tape, je me fais jeter. Je me rappelle un jour, le gars, il prend ce qu'on appelle le composite que j'avais fait moi-même en photocopie couleur. Ça coûtait une fortune. Comme ça, il fait thank you. Et il lâche le truc dans la poubelle. Merci. Le gars, les sages disent vos ennemis sont vos guides. Bon, je le remercie. Pourquoi? Parce que j'ai pété les plombs. La fille qui m'accompagnait, je dis viens, on va voir Elite et Ford, les meilleurs. Et ce qu'a raconté tout à l'heure Thierry Marx, je crois, et d'un coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont fait travailler, ils m'ont trouvé sympathique, et ils faisaient toutes les filles des États-Unis qui venaient, les New Faces. Je comprenais pas pourquoi c'était toujours moi leur premier photographe. Parce qu'elles étaient impressionnées par New York. Non, mais moi, je venais de la grande mode, t'imagines le truc?
Et donc j'ai fait des photos, j'ai un book incroyable, évidemment très démodé, hein, parce qu'il date d'il y a 30 ans, avec des filles qui deviendront des mannequins, etc. Tout ça fait que ça s'est perpétué tout le temps. J'avais toujours cette phrase, qui ne tente rien n'a rien. Tu sais, quand tu as le nom. Il a dit une phrase tout à l'heure, Thierry, j'ai oublié, par exemple, j'avais dit que je m'en souviendrai. Bon, j'ai trop de trucs dans la tête là maintenant. Et en fait, je me disais, qui ne tente rien n'a rien. Bon, depuis, j'ai rendu ça plus élaboré. Oscar Wilde disait, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Et donc voilà. Et donc, ton Bill Clinton à toi, ben moi c'était ta Légion d'honneur, moi c'était Rendez-vous en terre inconnue, je fais une sacrée ellipse, et ça a été un programme incroyable parce qu'il m'a dépassé. Bigger Than Us, c'était plus grand que moi. Et je dirais ce que des gens m'ont dit dans la rue, parce qu'évidemment j'entends beaucoup de témoignages, je sais que je vais en entendre ce soir. Tu vas en entendre beaucoup ce soir. Je préviens, je ne vais pas rester longtemps. Mais on va regarder des images. Attends, avant qu'elle parte, s'il te plaît, pour dire ce que c'est que Rendez-vous en terre inconnue, c'est n'ayons pas peur des autres. Voilà, on est dans une société évidemment qui est un peu crispée, où l'autre est une nuisance, un problème, etc. Et donc finalement, c'était important pour moi. On va refaire repartir les images avec le son, s'il vous plaît, si vous voulez bien rembobiner, Natacha. Et donc du coup, je meuble en attendant hein, qu'on rembobine les images. Peut-être qu'elle m'entend pas, Natacha. Elle doit attendre, c'est bon. Et donc du coup, c'est n'ayons pas peur des autres. C'est ça qui compte pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte des années après que j'ai été vérifié au bout du monde, parce qu'évidemment, ça se voit pas dans les chaînes d'infos. T'as inconnu, c'est le monde des bisounours. Et vous êtes gentils, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Donc en fait, j'ai été voir l'humain, comme nous dit Rutger Bergman. Est-ce que l'humain est bon? Et la réponse est oui. Le soleil se lève, alors on le remercie de nous donner la vie. Dans un moment comme celui-là, je me dis qu'on vit sur la même planète. En dehors des langues et des religions, on est tout simplement des humains sur cette terre. C'est époustouflant. Nous sommes des êtres humains, même si nous nous couvrons d'ocre rouge. Et si vous prenez de l'eau et que vous lavez l'ocre, peut-être que je suis même plus blanche que vous. On vous remercie d'être venu jusqu'ici pour faire notre connaissance. On remercie aussi les dieux de nous avoir donné une chance de vous rencontrer. En souriant, les journées et la vie en général sont plus faciles. Donc il faut toujours essayer de garder le sourire pour que la vie soit la plus belle possible. J'accouche seule. Et j'appelle les autres seulement après avoir coupé le cordon. Toute seule, toute seule. Oui. Ah, mais bravo. Qu'est-ce qu'il est joli. Tu sais, la vie, c'est comme une porte fermée, et on a besoin de la clé pour l'ouvrir. La clé, c'est l'éducation. Je veux que mes enfants soient capables d'ouvrir cette porte, pour ne pas rester bloqués derrière, comme je l'étais avant. En ville, c'est plutôt chacun pour soi. Tu peux pas vraiment compter sur les autres en cas de besoin. À la campagne, on vit mieux grâce à l'AINI, la réciprocité. Tu m'aides aujourd'hui, je t'aiderai demain. C'est comme ça que ça marche. Avant, nous, les Mentawai,
Nous pensions que le monde était petit. Maintenant, nous savons qu'il est très grand. Nous savons qu'il y a le progrès. Nous faisons de notre mieux pour garder notre mode de vie. Je n'ai pas la solution. Mais peut-être que pour nous défendre, le reste du monde peut nous aider. Et merci pour tout. Merci. Merci pour eux, merci pour eux, merci pour eux. C'est magnifique, merci beaucoup. Mais tu sais, à l'instant, je disais à Frédéric pendant cette vidéo, je disais, mesure que tu as donné du plaisir et de la joie à des millions de personnes avec ce travail. Donc bravo. Merci à ça. Merci Patrick. Mais tu sais, merci, mais attends, vous savez, vos applaudissements, ils sont pas pour moi seulement. Moi, je suis conscient de notre interdépendance. Et je prends. Les 06, on verra tout à On se l'heure. voit Les après, 06. d'accord? On t'a crié accueil, accueil. Ah, merci. Merci. Ben, je continue d'être gêné hein, quand vous donnez, donc je vais voir un psy. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Et donc, vous savez ce que c'est ma plus grande frustration, c'est que je ne vais pas pouvoir parler à tout le monde tout à l'heure. Voilà, c'est ça, l'envers du décor de mon métier. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est personnel est universel. Et je suis heureux que ça touche. Et vous savez, en fait, je prends, évidemment, parce que je suis à l'origine de ça, je me suis beaucoup battu, ces 4 ans de combat, je vais tout vous éviter, vous lirez dans mon livre qui existera peut-être un jour. Mais par contre, moi, vous savez, ce qui est fort, et vous êtes conscient ici, et ce qui me donne de la joie, en fait, j'ai souvent dit, en fait, je souhaite à tout le monde de connaître l'amour, je souhaite à tout le monde de connaître l'amitié, mais il y a un truc que je trouve génial, dont on parle jamais, et vous en êtes tous conscients, c'est le fait de faire ensemble. Tu sais, quand on dit l'entreprise, moi, j'ai pas fait je suis comme Thierry Marx, j'ai pas fait d'études d'entrepreneur, je suis journaliste, et je suis devenu malgré tout entrepreneur, en fait, mais c'est une micro-boîte, hein, j'ai une employée. Parce que moi, je veux pas trop de responsabilités. Mais j'en ai quand même, parce que c'est des intermittents du spectacle, mais ils sont là tout le temps, donc c'est pas des intermittents, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces gens, vous n'imaginez pas la gratitude que j'ai pour eux. Dans la rue, les gens me disent « Ah, je vous adore ». Je leur dis « Non, vous aimez ce que je fais, parce que je suis ». Et je le fais, et vous avez raison, je le fais pas tout seul. Il me dit « Mais je vous adore ». Bon, ok, j'accepte l'abus de langage, mais c'est un abus de langage. En fait, vous aimez ce que je fais, moi ce que je suis un humain comme tout le monde, je suis décevant comme tout le monde, je me mets en colère comme tout le monde, je suis pas de bonne humeur comme tout le monde, et c'est pour ça parce qu'il y a une idéalisation qui se fait. Souvent les gens m'associent au programme, comme à la fin on pleure, ça m'est arrivé dans un train qu'un contrôleur se mette à pleurer, juste parce qu'il m'associe à la fin de Terre Inconnue. Donc c'est très bizarre à vivre, voilà. Donc moi ce que je veux dire c'est que j'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui m'ont reçu sur place, qui sont souvent des minorités dans leur propre pays, qui sont bafoués, et qui m'ont fait confiance avec mon équipe, c'est un truc de dingue, ça C'était des adieux, et c'est pour ça que j'ai arrêté Terre Inconnue, je l'ai expliqué, parce que j'en ai marre de dire adieu. Mon équipe, les invités qui sont des stars reconnues de tous, qui acceptent de partir sans maquilleur, sans attaché de presse, sans avocat, qui dorment par terre, qui subissent des trucs de dingue, mais qui savent pourquoi elles le font, parce qu'elles nous prêtent leur notoriété. Et puis évidemment, c'est pas de la démagogie, je remercie tous ceux grâce à qui je me suis senti compris, c'est-à-dire le public.
Bon voilà, maintenant on arrête de pleurer. J'ai appréhendé cette séquence, mais je pensais pas qu'il y aurait eu Guillaume juste avant et tous ceux qui sont passés, donc ça m'a... Merci. Je sais pas où t'es, merci. Merci. Arrêtez. Ah, c'est bon, arrêtez. On voulait terminer sur un truc sympa. Merci. Et moi, ce que je vous ai donné, c'est ce que ces gens m'ont donné quand ils m'ont fait leur confiance. Quand tu es venu raconter ton émission dans Mille et une vies, encore une fois en public, c'était compliqué, on était en tête à tête. Et en fait, moi, je me contente de transmettre en fait ce que ces gens me donnent. En fait, comment expliquer? Mon fils, vous savez, comme il parle de moi à ses potes, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Il a 25 ans, il dit mon père, il découvre la vie toutes les semaines. Donc c'est un peu vrai, d'accord? Donc j'ai vécu une expérience incroyable. On va faire les remerciements dans pas longtemps avec Émeric et Julien, avec Aurélie. Je voulais juste dire un truc important. C'est que toi, et je me rends compte que c'est ça qui est étonnant, je ne savais pas. Et en fait, moi pareil, j'ai un nouveau métier depuis 1 an. C'est qu'en fait, tu es dans la transmission, c'est-à-dire que tu as arrêté de diriger, etc., de recevoir des prix. En fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes dirigeants? Et pour les autres d'ailleurs. Explique ce que tu fais. Aujourd'hui, je continue à regarder de plus en plus loin en moi ce qui se passe. Et ce que je fais pour ceux qui m'accordent leur confiance, c'est simplement que j'essaie de modéliser une manière d'être au monde, d'embrasser le monde à chaque instant et de mesurer que la richesse est créée par ceux qui nous donnent leur force et leur énergie, qui travaillent pour nous lorsque nous dirigeons, et que l'argent en vérité est une conséquence et que notre enjeu il est de gâter et de surprendre nos collaborateurs, de prendre soin parce que c'est complètement indispensable. Et la meilleure manière de le faire, et je trouve que c'est ce qui a été un peu compliqué, enfin plus compliqué pour moi, c'est que j'ai entendu beaucoup dans ce temps tous ensemble, j'ai entendu beaucoup d'injonctions, il faut faire ci, il faut faire ça. La réalité de ce qui s'opère pour nous est beaucoup plus complexe. Et je pense que la manière la plus efficace, finalement, de donner, c'est de travailler sur nous pour élever notre conscience et faire en sorte que l'autre ressente la non-peur en notre présence. Alors, des choses plus grandes que nous peuvent advenir. Et je m'efforce très simplement d'être au monde où que je sois. C'est tout. Et de manière concrète, en fait, tu es coach maintenant. Et donc, des gens s'adressent à toi pour que tu les accompagnes, pour les aider justement quand ils entreprennent. C'est une aventure de dingue. Honnêtement, les aventuriers, c'est les chefs d'entreprise dans le monde dans lequel on est. Il n'y a que des obstacles. Que des obstacles. On l'a dit, la réglementation, le putain de facteur humain, les égos, les névroses des uns et des autres, enfin, etc., etc. Donc, il faut gérer tout ça. Donc, moi, déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui entreprennent et donc pour vous qui êtes là. Et donc, je ne vais pas vous faire applaudir, vous êtes fatigués, mais on le fera à la fin. Mais vraiment, pour vous, on l'a fait tout à l'heure, c'est vraiment ça que je pense sincèrement. Et donc, du coup, toi, tu accompagnes. Et c'est quoi la Gestalt thérapie? J'ai toujours entendu parler, j'ai jamais su. Alors, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur moi au moment de l'arrivée des enfants. Et puis ensuite, les bénéfices ont été tels que j'ai décidé de me former. Et je suis devenu Gestalt thérapeute. Et la Gestalt thérapie, c'est simplement s'occuper de ce qui s'opère en moi, s'occuper de ce qui s'opère chez la personne que j'accompagne, s'occuper de ce qui s'opère entre nous, s'occuper de ce qui s'opère dans le champ, et s'intéresser à... Ça rentre dans le champ des thérapies brèves, s'intéresser à ce qu'on appelle le champ et la phénoménologie de ce qui s'opère ici et maintenant. Parce que la réalité, c'est que le meilleur moyen de nous rendre malheureux, c'est de regarder le passé en imaginant qu'il a été plus dur qu'il n'a été et de considérer que le futur sera plus compliqué qu'il ne le sera. La réalité, c'est que le monde s'embrasse ici et maintenant. Et la réalité, c'est que plus nous travaillons sur nous, plus nous nous élevons en conscience et plus nous sommes en capacité d'accueillir l'autre. C'est tout. Merci. Et question, parce qu'évidemment, tout le monde voudra ton 06, pour reprendre la formule de... Tout le monde voudra ton 06. Et concrètement, comment on fait pour te joindre, pour pas que tu sois débordé? Qu'est-ce qui se passe? Tu orientes les gens où? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on fait un site internet? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, tout le monde aura envie de savoir ce que c'est. Donc, comment tu fais? Je pense que s'ils veulent me trouver, ils me trouveront. Je sais pas, c'est pas très important. On écrit sur Google, Patrick Bourdet? Ouais. Ok.
Alors ce qui est assez fou, parce que c'est une sorte effectivement de truc en miroir, où d'un coup on a vécu une enfance qu'on souhaite à personne, des succès qu'on n'imaginait pas et qu'on souhaite à tout le monde, et puis finalement on se retrouve au même moment. Moi depuis 1 an j'ai un nouveau métier, parce que quand j'ai arrêté l'antenne j'ai continué de produire, mais j'avais un peu de temps que j'avais pas avant, et j'ai compris que ce qui me plaisait c'est d'apaiser la souffrance. Et j'avais découvert quelque chose il y a 5 ans qui s'appelle l'autocompassion en pleine conscience. C'est Christophe André, un psychiatre que j'aime beaucoup, qui en a parlé la première fois en conférence. Et il disait, vous savez, il y a 20 ans, j'ai écrit des livres sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, on a découvert que l'estime de soi, c'était au cœur du réacteur. Si on a de l'estime de soi, ben, on se fait pas maltraiter. Sauf que l'estime de soi, c'est compliqué et c'est fluctuant. On a souvent des estimes de soi fragiles, des hautes estimes de soi fragiles. Et il dit, bon, on donnait des exercices dans les livres il y a 20 ans, mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que ça ne marche pas. Quelle preuve d'humanité, quel aveu. Et quel effroi dans la salle, parce qu'évidemment, on avait envie d'espoir. C'était en Belgique, le congrès Émergence, que je vous conseille d'aller voir, c'est en septembre en général. Et du coup, il laisse un blanc, il dit, mais on a trouvé mieux. C'est quoi ce mieux? On a découvert l'autocompassion en pleine conscience. C'est l'idée de se traiter soi-même comme on traite nos meilleurs amis. En fait, il y a eu beaucoup d'études scientifiques, il y a eu à peu près 4000 études scientifiques sur cette question, et on a découvert que 80% des gens, notre petite voix intérieure, vous savez, qui disent putain il faut que je fasse ça, putain mais t'es con, mais t'es nul. Bon, notre petite voix intérieure, en fait, 80% des gens sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. C'était mon cas. Et d'ailleurs, le truc le plus dingue, c'est qu'on est plus cool avec des gens qu'on n'apprécie pas qu'avec nous-mêmes. Donc cette petite voix intérieure, elle a une raison d'être dans l'histoire de l'évolution, etc. Et en fait, des chercheurs ont trouvé un programme d'entraînement. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de le dire pour que ça change. On a tous une immunité au changement. On a une manière de fonctionner comme ça. Et notre voix compatissante, elle est pour les autres. On a tous des exercices hallucinants, on n'a pas le temps, mais que j'aurais pu vous faire. Où d'un seul coup, on vous dit, pensez à quelqu'un qui est dans des difficultés, etc. Qu'est-ce que vous lui dites? Tous les mots viennent, c'est incroyable, on est extrêmement... Et quand il s'agit de nous, c'est hallucinant comme c'est le contraire. C'est effrayant même. Et en fait, ils ont un programme qui dure 8 semaines. Alors soit c'est 2h30 par semaine, pendant 8 semaines, soit c'est 5 jours en intensif. Et moi, je l'ai fait avec mon fils, donc c'était émouvant, il avait 20 ans. J'étais content qu'il gagne 30 ans, en fait, dans cette histoire. Et c'était incroyable. Alors, c'est vrai que ça change la vie, mais après, ça se pratique. C'est des outils, en fait. Et puis, on sait que ça existe, on les utilise quand on en a besoin, mais des fois, on oublie. Bon. Donc, voilà. Et donc, il y a 1 an, je traversais un truc pas cool et tout. Je me suis dit, tiens, j'ai besoin de me refaire ça. Et puis, j'ai dit, allez, c'est bon, je me sens prêt. Je savais pas en quoi me former. J'avais envie de me former en communication non violente, parce que je trouve ça dingue. En la méditation de pleine conscience, qu'il y a 12 ans, j'ai découvert que j'étais moins anxieux grâce à ça, parce que j'étais dans l'instant présent. J'ai arrêté de ruminer un passé flippant et un futur qui pouvait être dangereux. Et donc, du coup, voilà. Mais du coup, il y avait ce truc, alors que j'avais calmé mon anxiété, il y avait ce truc de « c'est jamais assez bien ». Et je sais que je parle à des gens, je sais à qui je parle, c'est jamais assez bien, il faut assurer tout le temps. Il y a une phrase à l'armée qui dit « quand le chef est assis, les soldats sont couchés ». Il assure, non? Allez, il faut s'arrêter. Il assure. Frédéric Lopez. Donc voilà, donc intéressez-vous à ça. Merci beaucoup. Attends. Merci beaucoup. Moi, je finis ma phrase. Oui. J'ai jamais coupé la parole à un seul invité de ma vie. Je suis nul. Je suis pas journaliste. Non, c'est intéressez-vous à ça, l'autocompassion en pleine conscience. C'est dur à trouver parce qu'en anglais c'est MSC, Mindful Self-Compassion. Mais c'est l'idée de prenez soin de vous. Vous savez que bien que si vous prenez pas soin de vous, prenez pas soin des autres. Et donc voilà. Et donc j'ai créé un site internet pour mettre des liens. Parce qu'évidemment, moi je fais des stages, mais je pourrais pas prendre tout le monde. Donc il y a des liens, etc. Et donc allez sur frédériclopez.com parce que le tiret, c'est pas moi. D'accord? Il y a un tiret au milieu. Mais il y a des liens et vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et c'est la priorité des priorités. Parce que c'est ça l'objet de tout ce colloque. C'était prendre soin des autres, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'était ça le. Voilà. Maintenant, c'est la passation de pouvoir. Mesdames, messieurs. Patrick Bourdet. Patrick Bourdet, Frédéric Lopez. Faites-leur vraiment une ovation parce qu'ils le méritent. Non, 2 secondes. Prends. Prenez un peu tous les deux. Toi, c'est à la cool, on est pieds nus. Mais ils ont fait que ça, des standing ovations depuis 2 jours. Merci pour votre générosité. Merci.